Bonjour les troisièmes et bienvenue dans cette nouvelle saison de La Buffle est confinée. Cette saison s'ouvre sur un thème qui va vous inviter au rêve, à la métamorphose, puisque nous allons parler de poésie. C'est un vaste sujet, comme vous l'imaginez, et pour vous faire remobiliser tout ce que vous avez vu en 5e et 4e, et pour vous faire réfléchir à ce qu'est ce thème, ce qu'est ce genre poétique, j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui avec moi en invité spécial dans mon salon Amandine de Harual, une grande poétesse légèrement oubliée qui vient donc nous parler de poésie. Madame de Harual, bonjour et bienvenue dans mon salon. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Bon, Bien. Madame de Harual, merci d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous venez de faire paraître aux éditions Plomb votre dernier recueil, L'Ennui, qui fait écho à vos deux dernières œuvres, L'odeur du goudron mouillé et L'invisible transparence de l'être. oui, j'aime l'exaltation des mots. Oui, bien sûr. Alors, Madame de Harual, rentrons dans le vif du sujet. Quelle est votre définition de la poésie ? Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises définitions de la poésie. Moi, si je devais résumer mon œuvre avec vous aujourd'hui, je dirais que c'est avant tout des rencontres. Des mots qui m'ont tendu la main à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards de lecture, les rencontres avec un livre forgent une carrière. Merci. Parce que quand on a le goût des mots, le goût du sens des mots, le beau verbe, parfois on ne trouve pas le lecteur en face, le miroir, je dirais, qui vous aide à avancer. Merci. Alors, ce n'est pas mon cas, comme je le disais, puisque moi, au contraire, j'ai pu, et je dis merci à la littérature, je lui dis merci, je chante la littérature, je vis la littérature, je ne suis que création. Et finalement, comme beaucoup de gens me demandent, mais comment faites-vous pour avoir cette création poétique ? Eh bien, je leur réponds très simplement que c'est ce goût de la poésie, ce goût donc qui aujourd'hui m'a amené à coucher sur le papier mes émotions, mais demain, qui sait, peut-être à me mettre au service de l'art dans sa globalité, à faire le don de moi-même. Ce silence assourdissant. Pardonnez-moi, j'adore les oxymores. Merci, Madame de Harual, pour votre obscur éclaircissement. Vous alors? Bon, on s'y met ? Alors, c'est donc parti pour notre nouvelle séquence qu'on appellera Vision poétique du monde. Donc le titre de notre séquence sera, comme je vous l'ai indiqué, Vision au pluriel poétique du monde, qui est aussi le thème de cet objet d'étude. Et l'objet d'étude dans lequel cette séquence s'inscrit, Regarder le monde, inventer des mondes. Donc ça doit vous rappeler normalement des souvenirs de 4e où vous aviez étudié notamment la poésie lyrique. Et là, vous voyez qu'on est dans quelque chose d'un peu plus large, d'un peu plus vaste. On est dans les visions poétiques du monde de manière générale. Donc on laisse de côté un petit peu, ou en tout cas on l'englobe dans notre séquence, le lyrisme, l'amour, et on va développer d'autres thèmes. La problématique que nous allons donc nous poser pour cette séquence est la suivante. En quoi les poètes réinventent-ils le monde ? Donc tout au long de cette séquence, nous allons revoir des notions et de vocabulaire de la poésie et des figures de style et aussi de l'analyse de texte pour voir un petit peu comment est-ce que en poésie on peut parler du monde qui nous entoure, comment est-ce qu'on peut sublimer les choses, comment est-ce qu'on peut mettre de la poésie dans notre quotidien. Nous verrons ça dans tous les poèmes que nous étudierons dans cette séquence.
Et donc on va commencer avec notre petite séance habituelle d'introduction pour dépoussiérer un petit peu toutes les notions que vous connaissez déjà pour la plupart et pour discuter déjà de vos visions à vous de la poésie. Alors cette séance va être assez courte, on va faire plusieurs petites activités pour essayer d'aboutir à la fin à notre définition à nous déjà de la poésie. Et puis nous verrons en fin de séquence, on la confrontera avec ce qu'on a étudié comme poème et puis voir si ça a évolué, si on a pu la préciser un peu plus ou si on était déjà dans le mille dès le départ. Alors première activité, la poésie c'est. Déjà, la poésie, qu'est-ce que c'est pour vous? Donc là, vous allez devoir mettre pause à cette vidéo pendant le temps qui est nécessaire. Alors normalement, en 5 à 10 minutes, grand maximum, c'est fait. Pour cela, donc comme d'habitude, normalement vous devez avoir votre classeur ouvert ou en tout cas une feuille simple où vous avez écrit les titres comme je vous l'ai indiqué. Si c'est pas fait, vous mettez pause et vous le faites maintenant. Et donc vous allez, pour cette première activité, noter selon vous les 4 définitions, enfin en tout cas 4 phrases qui vous permettent de définir la poésie. Donc vous l'écrivez vous à la main sur votre feuille de cours et puis ensuite sur Pronote, il y a un sondage qui a été créé en tout cas à la date du cours de lundi. Vous allez devoir donc rédiger vos définitions, les 4 définitions que vous avez notées sur votre feuille de papier, les mettre sur Pronote et comme ça moi je pourrais voir qui a rédigé déjà et surtout ce que vous avez rédigé. Le but de tout ça c'est que à la fin de ce lundi 26 avril au soir je rassemblerai toutes les définitions. Alors je vous laisse mettre pause à cette vidéo, prendre votre feuille, noter vos 4 définitions et ensuite les transcrire sur Pronote. Pause et à tout de suite. Alors normalement, vous avez dû tout poster sur Pronote comme je vous l'avais demandé et vous êtes prêts pour la deuxième petite activité de remobilisation de vos connaissances. On va parler du mythe qui est à l'origine de la poésie. Donc là, c'est quelque chose que vous avez déjà abordé en 4e. Donc je vous laisse vous rappeler le mythe à partir duquel, en tout cas le mythe fondateur de la poésie. Je vous laisse mettre pause s'il y a besoin. Et sinon, on enchaîne. Pour cela, n'hésitez pas à utiliser un outil merveilleux. Alors, vous l'avez en version papier et en version numérique. C'est ce qu'on appelle un dictionnaire ou une encyclopédie dans ce cas-là. Ou éventuellement Internet, et où il y a plein de choses extraordinaires qui se trouvent dessus et où on peut trouver beaucoup d'informations. Donc, je vous laisse mettre pause si besoin. Et on en parle dans une seconde. Donc, je vous rappelle que la poésie, à la base, vient du mythe d'Orphée. Orphée, normalement, vous en avez parlé en 4e, en tout cas ceux qui m'ont eu en ont forcément parlé, donc ça doit vous rappeler des souvenirs. Mais Orphée, c'est donc ce grand poète de l'Antiquité, doté d'une lyre et qui avait le pouvoir, grâce à son chant et grâce à sa lyre, à sa musique, de charmer tout ce qu'il y avait sur Terre. À la fois tous les êtres vivants, les bêtes sauvages, mais aussi les êtres inanimés comme les rochers. Je vous rappelle qu'on est dans la mythologie, on est bien d'accord. Et donc je vous rappelle brièvement son histoire puisque vous êtes déjà censé la connaître. Orphée était fiancé à Eurydice, donc selon les versions c'était lors de leurs noces ou peu avant leurs noces ou peu après leurs noces. Eurydice se fait mordre par un serpent qui aurait été envoyé par une créature des bois amoureux d'elle mais qu'elle avait refusé pour être avec Orphée. Donc ce serpent la mord, évidemment c'est un serpent venimeux et donc Eurydice est foudroyée sur le coup et vous n'êtes pas sans savoir que lorsque un humain mourait selon la mythologie grecque, il allait au royaume des enfers qui était un lieu auquel on pouvait accéder. Alors c'est pareil, il y a différentes versions, soit par une grotte, soit en traversant une forêt. Bon, en tout cas on peut pas y aller comme ça comme on voulait, mais Orphée lui arrive à aller jusqu'au royaume des enfers. Et grâce justement à sa lyre, grâce à sa poésie, à ses chants, il arrive à convaincre Cerbère, le chien à 3 têtes, le gardien des enfers, de le laisser passer. Il convainc Charon, celui qui mène la barque qui fait traverser le Styx aux morts, de le faire traverser. Et il convainc évidemment Hadès, le roi des enfers, de laisser partir Eurydice, à la condition que Eurydice devait suivre Orphée et ce dernier ne devait jamais se retourner
pour vérifier qu'elle était bien derrière lui. Il devait attendre d'être sorti des enfers pour pouvoir revoir son Eurydice. Évidemment, Orphée, plein de doutes et n'ayant pas confiance en Hadès, à quelques mètres de la sortie des enfers, se retourne pour vérifier qu'Eurydice est bien derrière lui. Elle était bien derrière lui. Or, il n'a pas respecté sa part du marché et Eurydice est aspirée en arrière pour toujours dans les enfers. Alors, pourquoi ce mythe? Pour parler de poésie. Pourquoi est-ce que ce mythe est très important quand on parle à la fois de lyrisme, donc le courant dérivé de Orphée, de sa lyre, en tout cas c'est ce que les poètes auront essayé de recréer, notamment au XVIe et XVIIe siècle, ça c'est ce que vous avez étudié l'année dernière, mais aussi en quoi est-ce que ce mythe fondateur est aussi important pour parler de la poésie de manière générale. Eh bien, ça montre que la poésie sert à la fois à exprimer des sentiments heureux, des sentiments amoureux, lorsque Orphée et Eurydice étaient encore dans le monde des vivants et qu'ils s'aimaient. Orphée chantait son amour pour elle, mais cela permet aussi de chanter l'amour malheureux, puisque lorsque Orphée revient seul dans le monde des vivants, il ne se remettra jamais de la disparition d'Eurydice. D'ailleurs, il va refuser toutes les avances de toutes les jeunes femmes du royaume, qui étaient folles amoureuses de lui, parce qu'évidemment, Orphée, c'était l'homme parfait, il était beau, il chantait bien, il faisait de la poésie, donc tout le monde était en kiff sur lui. Et il refuse même les avances des nymphes de Dionysos, le dieu de la fête et du vin, et qui était connu pour leur caractère assez fou, colérique et même parfois cruel. Et donc ces nymphes qui ne supportent pas que Orphée leur refuse son amour, le déchiquetent en 1000 morceaux et envoient ses membres un peu partout dans le royaume des enfers. Et donc la légende dit que la tête d'Orphée continue de chanter, elle est posée sur sa lyre et qu'elle continue à chanter éternellement. Donc ça aussi, ça nous montre, selon ce mythe, que la poésie et donc l'art est éternel, puisque dans les enfers, Orphée continue à chanter dans le sens de faire de la poésie. Donc vous voyez bien que la poésie, c'est quelque chose qui est assez global. C'est à la fois exprimer des choses heureuses, exprimer le malheur, et là c'est ce qu'on appellera du coup le registre élégiaque, c'est l'élégie, alors que le lyrisme, lui, c'est plus pour les sentiments amoureux, etc. Mais ce mythe est important dans notre séquence, puisqu'on va voir que justement la poésie, ce n'est pas que pour parler des choses belles, ce n'est pas que pour parler de ce qui est déjà beau, et que ça peut aussi servir à transformer quelque chose de laid en beau, ou en tout cas quelque chose qui ne semblerait pas poétique à la base, et d'en faire quelque chose de poétique. Le petit récapitulatif de ce mythe est donc sur Pronote, il est soit à imprimer et à mettre, en tout cas à coller à la suite de la première activité, soit à le recopier à la main, ce qui ne vous fera pas de mal de vous entraîner un petit peu à réécrire avant la reprise en présentiel la semaine prochaine. Alors, troisième activité qui vient un petit peu compléter ce qu'on vient de voir dans les activités 1 et 2, vous allez essayer de dire selon vous quel est le rôle du poète et le rôle de la poésie. Donc pour cela, vous allez avoir 5 citations d'auteurs célèbres, alors d'auteurs de poésie mais pas que, qui vont vous permettre un petit peu déjà de voir quelle est leur vision du poète et de la poésie. Donc, le but de cet exercice, c'est on va prendre connaissance ensemble de ces 5 définitions, et puis ensuite, on va essayer vous allez essayer de les reformuler et de faire un petit bilan qui va résumer un petit peu les 5 définitions que peuvent donner ces citations-là. Alors on y va. Première citation. Donc, c'est une citation de Madame de Staël. La poésie doit être le miroir terrestre de la divinité et réfléchir par les couleurs, les sons et les rythmes toutes les beautés de l'univers. Beaucoup d'infos en une petite phrase, donc ça, ce sera votre travail, on mettra pause juste après, mais de la relire, de vous concentrer et d'essayer de comprendre ce qu'elle veut dire. Deuxième citation. Une citation de Louis Aragon. La poésie est le miroir brouillé de notre société. Et chaque poète souffle sur ce miroir. Son haleine différemment l'embue. Alors là, le but aussi, c'est d'arriver à décrypter, à comprendre ce que ça veut dire. Évidemment, ce sont des citations dans lesquelles il y a des métaphores, il y a des sous-entendus, de l'implicite. Mais ça, au mois de fin avril, début mai en 3e, vous êtes normalement capable de le comprendre et vous devez
faire en sorte de comprendre ces implicites. Troisième citation, une citation de Jean Cocteau. Voilà le rôle de la poésie. Elle dévoile dans toute la force du terme. Elle montre nue, sous une lumière qui secoue la torpeur, les choses surprenantes qui nous environnent et que nos sens enregistraient machinalement. Citation un peu plus longue, mais avec beaucoup d'informations également. Quatrième citation. Une citation d'Aristote. La poésie est quelque chose de plus philosophique et de plus grande importance que l'histoire. Bon, je ne sais pas si mes collègues d'histoire seront d'accord avec cette citation, mais en tout cas, l'intérêt est de vous faire réfléchir là-dessus. Et la cinquième citation, une citation de Shakespeare. La poésie est cette musique que tout homme porte en soi. Alors on est bien d'accord qu'ici c'est homme avec un grand H, qui donc signifie humain, d'accord ? Donc par rapport à tout ça, là maintenant vous allez faire une vraie pause d'au moins 10 minutes, le temps de reprendre ces 5 citations, déjà essayer de les comprendre, de les paraphraser, donc là c'est la chose qu'il ne faut pas faire d'habitude en devoir, notamment lors du brevet, mais paraphraser en fait c'est reformuler avec vos propres mots. Donc là c'est vraiment arriver à trouver le sens, à comprendre le sens concret, retrouver les mots clés, quelle est en tout cas derrière chaque citation l'idée clé. Donc là, vous prenez vraiment le temps sur votre feuille de cours de noter numéro 1 et vous mettez une petite phrase ou des petits mots-clés ou si vous avez imprimé la feuille, eh bien vous surlignez les mots-clés, d'accord ? Le but, c'est vraiment de comprendre, d'être capable de l'expliquer à un enfant de 5 ans. Donc on y va, on va reprendre citation après citation pour bien les expliquer et être sûr que vous les ayez bien comprises. Alors on reprend la citation numéro 1, celle de Madame de Staël. Je vous la relis. La poésie doit être le miroir terrestre de la divinité et réfléchir par les couleurs, les sons et les rythmes toutes les beautés de l'univers. Alors là, on avait 2 expressions clés, 2 expressions importantes dans cette citation normalement. C'était le miroir terrestre de la divinité et puis toutes les beautés de l'univers. Donc là, vous voyez que pour Madame de Staël, la poésie, on est vraiment dans quelque chose de divin, d'assez solennel, d'assez grandiose. C'est un art noble pour Madame de Staël. Donc l'expression « le miroir terrestre de la divinité », c'est-à-dire que le poète ou la poétesse, à travers son art, à travers la poésie, va être capable de mettre en mots le divin. La recherche de la sensibilité absolue, de la traduction de l'inexprimable, c'est ce que tous les auteurs ont cherché à faire. Comment mettre des mots sur des choses qui ne sont pas explicables. Et finalement, pour Madame de Staël, c'est ça la poésie. C'est arriver à dire avec des mots terrestres, avec des mots d'être humain, ce que la divinité a créé dans le monde. Donc c'est arriver à retranscrire finalement une sorte de message divin. Et puis l'idée de toutes les beautés de l'univers, c'est que ici vraiment le rôle du poète, c'est de mettre en valeur, c'est de retranscrire, c'est de transformer, de sublimer tout ce qui existe dans l'univers, tout ce qui existe dans le monde. Donc là, vous voyez que pour Madame de Staël, le poète ou la poétesse, c'est vraiment investi d'une mission quasi divine. Donc c'est un rôle extrêmement noble, c'est un art extrêmement noble également. Alors, la citation de Louis Aragon. La poésie est le miroir brouillé de notre société et chaque poète souffle sur ce miroir son haleine différemment lambue. Donc là, vous voyez qu'on retrouve la métaphore du miroir. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément chez les poètes quand ils parlent de poésie. C'est cette idée de miroir, de refléter, même avec la littérature. Vous verrez dans vos études qu'il y a plein de citations qui utilisent cette métaphore-là. Donc ici, Aragon dit que la poésie est le miroir brouillé de notre société. Donc il y a à la fois aussi le fait que chez Aragon, que la poésie doit refléter la société. Alors ici, vous voyez, il n'utilise pas le mot monde, il parle vraiment de société. Donc autant dans le monde, il y a l'idée aussi de nature, autant dans société, là c'est vraiment la société des hommes. Donc le miroir brouillé, c'est comme si un petit peu la façon dont les poètes parlaient de la société, il y avait plusieurs sons de cloche qui se mélangeaient, il y avait plusieurs façons d'en parler, plusieurs façons de la voir. C'est ce qu'il dit en disant que chaque poète l'embue un petit peu différemment.
et que finalement, lire de la poésie, c'est lire différentes visions de la société, lire différentes versions du monde, et que selon le poète ou la poétesse que vous allez lire, vous n'aurez pas la même vision de notre société. Alors, la définition de Cocteau. Voilà le rôle de la poésie, elle dévoile dans toute la force du terme, elle montre nue sous une lumière qui secoue la torpeur les choses surprenantes qui nous environnent et que nos sens enregistraient machinalement. Alors, vaste projet pour la poésie selon Cocteau. Donc en tout cas, ici vous voyez bien qu'il y a l'idée de dévoiler, l'idée de montrer, l'idée d'ouvrir les yeux, de faire ouvrir les yeux au lecteur sur le monde qui l'entoure. Vous voyez, il parle de choses qu'on enregistrait machinalement. Et c'est vrai que le monde qui nous entoure, finalement, on est tous dans une sorte de routine quotidienne où on fait plus attention forcément, vous les premiers, ou moi la première, quand on vient le matin au collège, qu'on soit à pied, en voiture, en bus, peu importe, on fait plus attention à ce qui nous entoure. On monte dans le bus, on monte dans sa voiture, on prend le même chemin tous les matins à la même heure et tous les soirs à la même heure. Et finalement, on est très peu dans un état de contemplation où on prend le temps de se poser, de regarder ce qui nous entoure et de prendre conscience des choses qui sont là autour de nous. Bon, et pour Cocteau, la poésie, c'est ça. C'est arriver en fait à vous ouvrir les yeux sur des choses qui vous entourent et que vous auriez peut-être pas du tout remarqué, ou quand, en tout cas, on n'a même pas l'idée de mettre des mots dessus ou de prendre du recul par rapport à ça. Et vous voyez que c'est un rôle qui est assez fort, puisqu'il utilise des termes comme « elle montre nue sous une lumière qui secoue la torpeur ». D'accord? Donc il y a cette idée de monde un petit peu plat qui nous entoure. On a l'impression que c'est un monde relativement plat. Et puis finalement, il y a plein de choses surprenantes, insoupçonnées. Et la poésie, c'est ça. En fait, c'est arriver à nous surprendre avec le quotidien. Alors, la citation d'Aristote. La poésie est quelque chose de plus philosophique et de plus grande importance que l'histoire. Alors, citation un peu plus abordable comme ça à première vue. Et puis finalement, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici Aristote? Quelque chose de plus philosophique, le principe de la philosophie, maintenant vous commencez un petit peu à savoir ce que c'est, on en parle un petit peu ensemble, et puis pour ceux du club philo aussi, mais voilà, c'est l'idée de parler, de confronter ses idées, de prendre du recul sur les choses. Donc il y a cette idée de se poser en fait, de se poser et de réfléchir. Et plus importante et de plus grande importance que l'histoire, bon là c'est libre à l'interprétation. Disons que peut-être selon Aristote, la poésie c'est quelque chose qui nous en apprend peut-être plus sur le monde, qui nous permet plus de voir le monde tel qu'il est, sachant que l'histoire est censée être objective et la poésie subjective. Mais c'est cette idée peut-être que oui, la poésie est finalement aussi importante que la philosophie, l'histoire et les autres grandes matières que l'on peut vous enseigner, qu'elle a un rôle majeur, en tout cas, dans l'histoire de l'humanité. Et on termine avec Shakespeare, une citation beaucoup plus courte, mais pas forcément moins lourde de sens. La poésie est cette musique que tout homme porte en soi. Et donc là, pour Shakespeare, il vient en fait nous poser une vraie question pour le coup philosophique, une question qui fait débat dans le monde de l'art, qui a toujours fait débat dans le monde de l'art. Est-ce que tout le monde est un artiste? Est-ce que n'importe qui peut être un artiste? Donc ça rejoint la question de qu'est-ce que l'art? Alors ça, vous allez en manger l'année prochaine au lycée et puis au club philo, on va sûrement en reparler aussi. Mais voilà, là, c'est ce que chaque homme porte en soi. Donc pour Shakespeare, chaque être humain a ce potentiel poétique qu'il ne peut exploiter ou ne pas exploiter. Mais finalement, la poésie, c'est pas un peu à l'opposé de Madame de Staël. Pour Madame de Staël, c'est quelque chose de divin. Il y avait beaucoup d'auteurs, beaucoup de poètes du 19e siècle, on verra ça plus tard, et puis vous verrez ça l'année prochaine, mais qui pensaient que le poète, justement, était un petit peu un envoyé divin, en tout cas celui qui arrivait à retranscrire la parole de Dieu, Dieu quel que soit ce qu'on met derrière, d'accord, mais c'est cette parole un petit peu sacrée qui est compliquée à comprendre, et le poète essaye de retraduire une sorte de mystique du monde. Bon, pour Shakespeare, c'est pas du tout ça. Pour Shakespeare, tout le monde est capable d'avoir cette sensibilité poétique, et tout le monde est capable de créer de la poésie et de faire de la poésie, et tout le monde est capable d'avoir un regard poétique sur le monde.
Bien, maintenant qu'on a un petit peu déblayé tout ça et commencé à réfléchir sur le sujet, notre dernière activité, ça va être à vous maintenant d'écrire une grosse définition bilan, donc entre 5 et 10 lignes, d'accord, mais 5 lignes minimum, j'insiste, on développe bien sa réponse, en vous appuyant sur tout ce qu'on a vu là, sur les différentes définitions, sur les citations qu'on a lues, sur le mythe d'Orphée. Et bien, ça va être à vous d'écrire un petit peu un bilan sur ce qu'est, selon vous, avoir une vision poétique du monde. Qu'est-ce que c'est que d'avoir une vision poétique du monde? Vous écrivez une réponse bilan de 5 à 10 lignes. Vous répondez à cette question. Qu'est-ce que avoir une vision poétique du monde? Vous rédigez ça, vous mettez ça sur Pronote et donc vous déposez ici, avant ce soir, toujours lundi 26, 17h, vous déposez vos définitions bilan, donc votre réponse bilan de 5 à 10 lignes. Évidemment, je suis bien consciente qu'en version numérique, ce ne sera pas 5 à 10 lignes, mais je sais que combien ça fait à peu près une transcription 5 à 10 lignes en écriture manuelle et en version numérique. Bref, ces détails techniques étant réglés, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et on se retrouve demain pour notre première séance et notre première étude de poèmes. Au revoir!